Place maintenant à Jean-Pierre Luminet, astrophysicien connu pour ses travaux sur les trous noirs et la cosmologie, écrivain et directeur de recherche au CNRS. Son sujet, 3000 ans de cosmologie, 6 leçons d'humilité. Bonjour, je me réjouis d'être parmi vous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité dans ces belles tables rondes où c'est ma première participation depuis mon retour en région marseillaise, puisque j'avais exercé l'essentiel de mon métier de chercheur en région parisienne. Et je suis désormais au laboratoire d'astrophysique de Marseille et au centre de physique théorique. Je vais donc vous parler de cosmologie, qui est peut-être la discipline la plus ambitieuse de la pensée humaine, puisqu'elle a pour objet d'étudier, de décrire et d'expliquer la structure de l'univers, de l'évolution de l'univers, considéré comme un tout. Et l'esprit humain étant ainsi fait qu'il ne peut s'empêcher de se questionner sur la place qu'il occupe dans ce vaste univers, la cosmologie est aussi l'une des disciplines qui est le plus à l'interface entre la science, la philosophie, la métaphysique, voire la théologie. Et donc ce qui peut paraître finalement comme une forme d'orgueil va rapidement se transformer en leçon d'humilité, d'où ce titre qui peut paraître surprenant, moi-même ayant un petit peu l'ambition un peu folle de raconter 3000 ans de cosmologie en une demi-heure. En tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles les premiers mythes, c'est vrai que je dois actionner moi-même, voilà, les premiers mythes cosmologiques sont apparus il y a environ 3000 ans, à Babylone par exemple, ou en Inde, c'est-à-dire évidemment toutes les cultures et toutes les civilisations ont développé des mythes cosmologiques ou cosmogoniques, s'interrogeant donc à la fois sur l'origine de l'univers, la place que nous y occupons et la structure de ce vaste univers. Ceci dit, la quête d'une certaine rationalité de l'univers n'a commencé qu'au VIe siècle avant notre ère, avec les philosophes présocratiques. Alors vous reconnaissez ici évidemment la célèbre fresque de Raphaël sur l'école d'Athènes, où l'on voit l'aréopage de tous les grands penseurs de l'Antiquité grecque qui précisément se sont posés les questions dont je vous parle aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont tenté de rompre avec les récits mythiques et les explications surnaturelles qui avaient cours précédemment, en faisant l'hypothèse en fait d'un cosmos organisé. Je rappelle que étymologiquement, le mot cosmos en grec signifie ordre et arrangement, voire beauté et esthétique. En effet, donc, cette hypothèse, c'est que le cosmos est gouverné par des principes naturels et non pas surnaturels, et donc ces principes naturels peuvent être étudiés, compris et éventuellement prédits. Et donc, en particulier, vous savez que les pythagoréciens ont émis l'idée que l'univers devait se manifester par des proportions régulières, des rythmes et des nombres. Ça, c'est Pythagore, Platon et Aristote. Alors précisément, donc, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon et Aristote ont proposé une organisation du cosmos fondée sur les figures de la géométrie. Alors la raison, c'est parce qu'en fait, ils considéraient le monde partagé en deux parties distinctes. Le monde dit supralunaire, qui était censé le domaine du ciel, donc qui était censé représenter la perfection, et le monde d'en bas, notre monde à nous, le monde sublunaire, avec toutes ses imperfections, est régi en fait par des échanges et des combinaisons entre des éléments. Donc selon eux, utiliser les figures de la géométrie, on revenait à dire que le monde des astres, c'est-à-dire la Lune, le Soleil, les 5 planètes visibles et les étoiles fixes, devaient obéir à des mouvements circulaires, parce que le cercle et la sphère étaient les figures les plus appropriées, selon eux, pour représenter la perfection supposée des cieux. En revanche, dans le monde d'ici-bas, soumis donc au cycle de transformation, naissance, corruption, mort,
et devait être régie en fait par des combinaisons entre les 4 éléments de base, la terre, l'eau, l'air et le feu, auquel d'ailleurs un peu plus tard Aristote a rajouté un 5e élément, la quintessence, représentée ici par la belle figure géométrique du dodécaèdre. Et donc cela aboutit à un système du monde qui est dit géocentrique, qui est tout entier organisé autour d'une terre absolument immobile au centre du cosmos. Il me faut mes 2 mains pour le pointeur. La Terre est donc absolument immobile au centre du cosmos, surmontée par les couches de l'eau, puis de l'air, puis du feu, en s'élevant progressivement vers le monde supposé parfait des cercles célestes. Donc un système géocentrique, la Terre immobile au centre du cosmos. Alors, première leçon d'humilité, pardon, pas d'humilité. Ce système a parfois été interprété comme une glorification précisément de notre position centrale de l'univers. En fait, chez Aristote, il n'en est rien du tout. Parce que dans la philosophie aristotélicienne et la métaphysique aristotélicienne, l'élément de la terre qui nous compose, c'est le plus vil de tous, c'est le plus lourd, c'est le plus dense, et c'est la raison pour laquelle il est situé au centre du monde, mais en fait, il est situé au plus bas du monde, c'est-à-dire vers le lieu vers lequel tous les corps tombent inexorablement. C'est une forme de première leçon d'humilité cosmologique. Alors, vous le savez, le modèle grec était davantage fondé sur des principes métaphysiques que sur l'observation réelle du firmament. Et je trouve qu'une astronomie pratique s'est développée cependant, notamment à Alexandrie, et qui a mis évidemment la métaphysique et la physique aristotélicienne à l'épreuve des faits. Alors il y a notamment le très grand astronome Ptolémée qui a vécu au IIe siècle de l'ère chrétienne, qui a marqué en quelque sorte le point culminant de cette évolution en adaptant le système aristotélicien aux données d'observation accumulées depuis 5 siècles. Il a publié un ouvrage majeur qui s'appelle l'Almageste, le plus grand de tous les livres, qui explique le mouvement des astres par d'astucieuses compositions de cercles. On voit tout de même ici un aperçu de la complexification du système initialement proposé par Aristote. Tout simplement, les planètes se contentaient de tourner en cercle parfait autour d'une Terre centrale immobile. Il faut évidemment introduire des subtilités, qu'on appelle notamment des épicycles, mais toujours fondées sur cette idée que les mouvements des astres sont des cercles ou des combinaisons de cercles. Et donc cette théorie, la théorie de Ptolémée, qui a été transmise à l'Occident par les Arabes, a régné 15 siècles. C'est une sorte de longévité scientifique sans équivalent dans toute l'histoire, et qui s'explique à la fois par sa capacité à sauver les apparences, comme on le disait, et également par la force d'un préjugé d'ordre esthétique, qui est précisément celui de la circularité comme image de la perfection. Alors en Occident, initialement, les premiers pères de l'Église ont rejeté les acquis de la science grecque, et on trouve par exemple des représentations tout à fait étonnantes, une autre forme d'esthétique, influencée évidemment par la théologie chrétienne, de représentation de l'univers, qui oublie tous les acquis effectivement de la science grecque, qui nous propose par exemple ici un cosmos en forme de tabernacle autour de la ville de Jérusalem, ou ici une sorte de chœur mystique dû à la fameuse mystique allemande Hildegarde de Bingen. Alors, comme je vous le disais, en fait, l'Almageste et la science grecque a été transmise en Occident par l'intermédiaire donc des sciences arabes qui ont à la fois analysé, traduit et critiqué le système de Ptolémée, sans toutefois oser le remettre complètement en cause, mais c'est tout de même grâce à eux que la science grecque est revenue donc en Occident. Alors dès lors, une synthèse a été cherchée en Occident entre la pensée grecque et la pensée chrétienne, une synthèse entre la raison et la foi, d'une certaine manière. Et la cosmographie médiévale, dont vous voyez ici une magnifique représentation, mêle le physique au spirituel et a tenté de rendre à l'homme sa prétendue dignité, en ce sens que la Terre occupe toujours le centre de l'univers, mais cette fois-ci parce qu'elle est le lieu unique et privilégié de l'incarnation de Christ. Donc ce n'est plus l'élément le plus bas, mais c'est l'élément le plus élevé. Un retournement de situation tout en conservant le même système en fait, d'organisation du cosmos. C'était évidemment un péché d'orgueil qui a engendré
comme vous le savez ultérieurement, la farouche opposition de l'Église, en tout cas pendant une certaine période, envers la nouvelle astronomie des XVIe et XVIIe siècles. Alors, initié par le chanoine polonais, un homme d'église, Nicolas Copernic, dans son célèbre ouvrage « La révolution des orbes célestes », eh bien, donc, la révolution astronomique s'exprime dans le postulat que le centre de l'univers n'est pas la Terre, mais le Soleil. Donc, initialement, Copernic a passé sa jeunesse, comme je le raconte dans l'un de mes ouvrages d'histoire des sciences, Le secret de Copernic, a passé ses études estudiantiles en Italie, où il a découvert beaucoup de choses, foisonnement intellectuel de la Renaissance italienne. Il a découvert également la perspective. Il était passionné par les arts plastiques également. Il a compris le rôle essentiel de la perspective et finalement il a transposé à l'observation de l'univers, à la compréhension de l'univers, cette notion de perspective en se disant que finalement ce que l'on voit du ciel ne sont que des apparences dues à une perspective particulière et que l'on peut changer de perspective et au lieu de regarder la fenêtre du ciel à partir d'une Terre centrale absolument immobile et d'analyser les mouvements des astres autour de cette Terre immobile, on peut changer de perspective. On se trouve sur une Terre qui bouge, et qui a un double mouvement, un mouvement de rotation sur elle-même et un mouvement de révolution autour du Soleil, un changement extraordinairement de perspective, et à travers cette nouvelle fenêtre de vue, on réinterprète les apparences de l'univers dans un nouveau système, qui est donc un système héliocentrique. Et voici cet extraordinaire diagramme, le premier diagramme jamais représenté dans l'histoire de l'humanité, où on voit le Soleil au centre de l'univers, en tout cas du système solaire. C'est vrai qu'à cette époque, on considérait que l'univers s'arrêtait à une sphère ultime, qui était censée être donc la sphère portant les étoiles fixes. Vous voyez que Copernic ne remet pas en cause le postulat esthétique de la circularité des orbites, non plus cette fois-ci autour de la Terre, mais autour du Soleil. Mais donc, évidemment, le système héliocentrique dénie toute position privilégiée pour notre planète, et ça va donc à l'encontre de la théologie chrétienne de l'époque. Mais en fait, il a fallu plusieurs décennies pour que ce système, très complexe pour l'époque, diffuse dans les milieux cultivés, et de sorte que les autorités religieuses n'ont réagi que 50 ans après la mort de son auteur, puisqu'en fait, l'ouvrage de Copernic ne sera mis en index qu'en 1616 seulement, et notamment après un concile très important, le concile de Trente, qui avait finalement décidé, face en fait à toutes les hérésies montantes, absolument distinctes de cette possible hérésie scientifique. Les hérésies montantes de l'époque, c'était simplement Luther, le protestantisme, etc., qui mettait en danger la puissance de l'Église catholique romaine, avait décidé de chasser toute forme d'hérésie possible, y compris les possibles hérésies scientifiques, en disant que finalement les explications sur la nature du monde, de philosophie naturelle, incombaient en fait, le dernier mot incombait aux théologiens. Bien. En tout cas, il est clair que par son importance historique considérable, le De Revolutionibus de Copernic a marqué l'origine de ce qu'il est convenu d'appeler la révolution copernicienne. Alors vous savez que donc, en pays luthérien, le génial allemand Johannes Kepler a confirmé non seulement l'hypothèse héliocentrique, mais il a sapé l'un des piliers de la doctrine aristotélicienne, précisément la circularité, le préjugé esthétique de la circularité, puisque 8 ans de calculs acharnés sur les données recueillies par l'astronome danois Tycho Brahe l'ont convaincu que les trajectoires planétaires étaient des ellipses et non plus des cercles. Et donc, sur la publication de son Astronomia Nova, en 1609, a inauguré vraiment une nouvelle ère cosmologique, d'autant que la même année, Galilée effectuait les premières observations télescopiques, découvrait donc des phénomènes tout à fait incompatibles avec la physique aristotélicienne, les cratères de la Lune, donc l'imperfection de la Lune, les châteliers de Jupiter, les taches du Soleil, des amas d'étoiles de la Voie lactée, tout un ensemble de choses. Et donc, il prend à son tour parti pour l'hypothèse copernicienne contre Aristote. Il prétend unir la physique du haut et la physique du bas, donc plus deux mondes distincts, mais un seul monde distinct, régi par les mêmes lois physiques. Et comme vous le savez, donc, il a dû abjurer devant l'Inquisition. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, à cette époque, il y a un grand bouleversement de la pensée qui agite alors tous les milieux intellectuels.
Et nombreux sont ceux qui estiment finalement l'harmonie du monde antique perdue, d'une certaine façon. On va en trouver des traces, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais j'en parle dans certains de mes ouvrages, dans la littérature et la poésie de ce temps, avec certains poètes et écrivains qui se lamentent sur la perte de l'harmonie antique et d'autres, au contraire, qui s'enthousiasment sur une nouvelle façon, une nouvelle extension de la façon dont on peut représenter le cosmos. Et oui, parce que le cosmos aristotélo-chrétien considérait notre univers comme fini, petit, donc clos par une sphère ultime, je l'ai déjà dit, et surnaturelle d'une certaine façon, puisque au-delà de la sphère des étoiles fixes, il y avait l'empyrée, la demeure des dieux, de Dieu, et des bienheureux. Et c'était un cosmos relativement étriqué, parce qu'il était à la mesure de l'homme, qui trouvait en quelque sorte satisfaction à un besoin viscéral de protection et à l'idée finalement que le paradis, juste au-delà de la sphère des fixes, dans un univers relativement petit, était finalement à distance accessible. Et puis les esprits répugnaient également à un nouveau concept, en fait qui n'était pas si nouveau que ça, qui est le concept en fait d'espace infini. Le mot infini. Les premières discussions en fait sur l'infini spatial étaient pourtant apparues très très tôt chez les atomistes de l'Antiquité, donc une autre école fondamentale de la philosophie grecque, comme chez Démocrite, Épicure et puis le génial Lucrèce. Vous savez qu'ils avaient conçu un espace infini, vide, sans bornes, sillonné par des atomes indestructibles, une sorte de particules élémentaires d'aujourd'hui, qui s'aggloméraient par le jeu du hasard, en configure un matériel transitoire. Il n'y avait donc évidemment aucune position privilégiée dans l'univers, pas même celle du Soleil. Et cette vision qui ramenait finalement tous les corps matériels, aussi bien que les êtres vivants, à des agrégats éphémères d'atomes, c'était la plus formidable des leçons d'humilité, bien entendu. Cette thèse, d'ailleurs, avait été ressuscitée notamment par Nicolas de Cuse, brillant cardinal, qui dans son traité de la Docte Ignorance réexpose les éléments de l'atomisme grec en tentant de le concilier tout de même avec la théologie chrétienne, puisque lui-même était théologien. Alors je reviens en arrière pour mentionner évidemment Giordano Bruno, qui était un copernicien convaincu. Ici, on voit l'un des premiers diagrammes de l'époque, le premier diagramme de l'époque, qui date de 1587, où l'on voit pour la première fois les étoiles qui ne sont plus fixées sur l'ultime sphère, mais qui commencent à se distribuer dans un espace beaucoup plus vaste, voire peut-être un espace infini. Et comme vous le savez, Giordano Bruno, à travers de ses nombreux ouvrages, notamment de l'infini, de l'univers et des mondes, avec toutes les conséquences que l'infinité du monde peut apporter, notamment la pluralité des mondes habités et toutes les questions théologiques nouvelles que cela pose. Donc il réexpose, il développe les théories atomistes dans des ouvrages très provocateurs qui concluent donc à l'infinité de l'univers et à la pluralité des mondes habités. Comme vous le savez, il a été arrêté par l'Inquisition et brûlé vif à Rome après un long procès pour hérésie. Au XVIIe siècle, les physiciens ont cherché à considérer l'espace, à conférer à l'espace une structure matérielle. On en arrive au fascinant modèle de Descartes, dans lequel la partie interne du cosmos ressemble au système de Copernic, le Soleil, au centre d'un système, mais ce n'est pas le système unique du monde, parce qu'il y a d'autres systèmes solaires, chacun avec son centre. Donc, c'est-à-dire au-delà du système solaire, les choses changent radicalement puisque le vide n'existe pas. L'espace est rempli partout d'une matière en quelque sorte éthérée qui s'organise en tourbillons, comme on le voit ici. Le ciel s'étend à l'infini. Les étoiles sont autant de soleils qui servent de centre à autant de tourbillons, semblables ou différents d'une autre. Et c'est donc une nouvelle cosmologie qui abandonne le monde géocentrique clos des anciens définitivement au profit d'un univers décentré, infini, et qui offre évidemment une troisième leçon d'humilité face à la démesure de l'univers, accompagnée d'une certaine inquiétude métaphysique, exprimée notamment par Pascal dans sa célèbre pensée « Le silence éternel des espaces infinis m'effraie ».
L'œuvre d'Isaac Newton a couronné, comme vous le savez, la révolution copernicienne et a fait entrer la science dans l'ère classique. Alors, dans ces fameux principes de la philosophie naturelle publiés en 1687, Newton a établi que tous les corps célestes interagissent entre eux selon une loi d'attraction universelle. Donc, je vous rappelle, une pomme tombe parce qu'elle est attirée par la Terre vers son centre, de la même façon que la Lune est attirée par la Terre et que toutes les planètes sont attirées par le Soleil, tournant donc autour de lui, selon les ellipses de Kepler. Et donc on a une cosmologie, la cosmologie newtonienne, qui est en fait une amplification de la cosmologie copernicienne, keplérienne, galiléenne et celle de Descartes, avec un espace infini qui est mathématisé en termes de la géométrie de l'époque, la seule connue, la géométrie dite euclidienne, un temps éternel, et de la matière au sein de ce cadre fixe qui se déplace selon les lois universelles de la mécanique, qu'on utilise aujourd'hui dans 99% des activités de tous les jours. Et donc, évidemment, l'influence scientifique et culturelle restera totalement hégémonique jusqu'au début du XXe siècle. Et on peut penser, au regard de mon titre « Si le sens d'humilité », qu'on est là dans une période qui a été marquée par une science si triomphante qu'elle est devenue un petit peu prétentieuse, en oubliant effectivement toute leçon d'humilité cosmologique. Alors, entre-temps, cependant, les théories sur la lumière se sont développées, XVIIIe et XIXe siècle. Et certains scientifiques ont supposé qu'en fait, la véritable unité du monde n'était pas achevée par la loi d'attraction newtonienne, mais par le réseau de lumière impalpable, un petit peu, qui tisse l'espace cosmique. Et c'est sur cette base qu'Albert Einstein a élaboré la théorie de la relativité, d'abord restreinte, dans laquelle les intervalles d'espace et de temps ne sont plus absolus, mais dépendent de la vitesse, puis surtout la relativité générale, dont je vous rappelle que nous fêtons exactement le centenaire. Le premier article exposant de façon correcte les équations d'Einstein, il avait beaucoup travaillé dessus pour peaufiner ces équations, est paru en novembre 1915, mais l'article fondateur de la relativité générale est paru au mois de mars 1916. Donc centenaire exact, quasiment au jour près, paru dans les Annales de physique. Notamment un article dans lequel également il a prédit l'existence des ondes gravitationnelles, dont on a eu confirmation, comme vous le savez, de façon spectaculaire pour la première fois la semaine dernière, ou pas tout à fait, une quinzaine de jours. Voilà. Donc je rappelle la théorie de la relativité générale propose un nouveau cadre de compréhension de l'univers en termes d'un espace-temps élastique, tissé par la lumière, courbé par la matière, ce qui est évidemment symbolisé de façon un petit peu simpliste par ces deux images ici. Un tissu rigide newtonien, sans masse, la gravitation est une force, n'influe pas la forme du tissu. En relativité, la force disparaît, la force de gravitation disparaît, elle se transforme en une manifestation géométrique, d'une géométrie donc forcément non euclidienne, une courbure de l'espace-temps qui explique les phénomènes de gravitation. Alors c'est une forme de leçon d'humilité aussi, parce que finalement ça veut dire que tous les phénomènes que nous expérimentions jusqu'à présent sur Terre n'étaient que l'approximation d'une réalité bien plus complexe et bien plus profonde. Donc ce qui est valable à notre échelle n'est plus de mise dès que l'on quitte notre petit environnement et que l'on s'attache à décrire le très vaste univers, qu'il s'agisse des fameux trous noirs, sur lesquels j'ai tellement travaillé, fascinant objet, ou de la structure de l'espace-temps dans son ensemble, sur laquelle j'ai également travaillé avec notamment mes modèles d'univers chiffonnés. Bien, alors la cosmologie relativiste, c'est-à-dire la partie de la relativité générale qui s'applique à la description de l'univers dans son ensemble, et non pas l'environnement du Soleil ou des trous noirs, etc., elle a ouvert des horizons complètement nouveaux et révolutionnaires, avec notamment la question, en fait, le concept d'univers dynamique. L'univers dynamique, c'est un univers où l'espace, la matière, c'est-à-dire le contenant et le contenu, qui sont en interaction, c'est la philosophie de la relativité générale, c'est que la matière donne sa forme à l'espace-temps qui la contient, et la forme de l'espace-temps dicte les mouvements de la matière. Et tout cela, ça évolue au cours du temps. Alors, de cette façon que je peux montrer ici, c'est-à-dire nécessairement le tissu élastique de l'espace, dès lors qu'il est rempli d'une distribution homogène et uniforme de matière et d'énergie,
ce que les observations montrent effectivement, ne peut pas rester statique, identique à lui-même au cours du temps. Il doit évoluer. Il peut être en expansion, par exemple, globale, ou éventuellement, selon les paramètres, en contraction. Alors tout cela a abouti à ce qu'on va appeler les modèles de Big Bang, c'est-à-dire qu'à l'observation, à l'époque, il y avait des observations montrant ce qui semblait être une fuite générale des galaxies, observée au télescope, à travers en fait un phénomène, ce n'était qu'une interprétation, cette fuite. Ce qu'on a mesuré, c'était ce qu'on appelle un décalage spectral vers le rouge dans le spectre, qui interprétait en termes physiques traditionnels l'effet Doppler, signalait en fait une fuite générale des galaxies. Alors cependant, il faut faire attention à cette expansion générale, cette fuite générale des galaxies, semblant centrée sur l'observateur terrestre. Il fallait bien se garder d'interpréter cela comme une nouvelle forme de galactocentrisme, c'est-à-dire notre galaxie au centre de l'univers et toutes les autres galaxies partant dans tous les sens. Il n'y a aucun centre d'expansion particulier. Mais c'était assez difficile à comprendre à l'époque, je pense d'ailleurs aujourd'hui aussi, je le vois bien quand je fais mes conférences de vulgarisation. Alors c'est une théorie la grande théorie que essentiellement Georges Lemaître, le génial physicien belge méconnu, a proposé en 1931. Il décrit donc scientifiquement cette fois-ci la supposée naissance, entre guillemets, sur le mot naissance de l'univers, en se fondant précisément sur les équations de la relativité qu'il résout, et ça forme la base de ce que les astrophysiciens appellent aujourd'hui le modèle de Big Bang. Alors donc, vous voyez, à partir du moment où l'on on interprète la fuite générale des galaxies comme une expansion, comme une dilatation du tissu élastique de l'espace, Lemaître a également remonté le film à l'envers. On regarde ce que donnent les équations dans le passé et forcément l'univers se contracte et on aboutit inéluctablement à l'idée d'un début, peut-être pas le début absolu du temps dans l'histoire de l'univers, mais au moins le début de l'expansion cosmique, le début de la physique qui va nous permettre de décrire cette évolution de l'univers à partir d'une configuration initiale, qui n'est évidemment pas un point singulier, mais en tout cas une configuration initiale d'un univers extrêmement petit, chaud et dense, donc extrêmement différent d'aujourd'hui. Et par la même occasion, à cette même époque, le développement des grands télescopes permet de découvrir également un univers absolument gigantesque en taille. Non seulement ça va nous permettre de remonter très loin dans le passé de l'univers, mais en explorant donc l'univers dans des profondeurs géographiques insoupçonnées auparavant, des milliards d'années-lumière, on va plonger également dans le passé de l'univers, puisque donc il faut attendre que les rayons lumineux nous parviennent. Donc cette image, c'est l'une des nombreuses images télescopiques qui montre un champ de vue extrêmement réduit dans le ciel qui correspond à peu près à une tête d'épingle tendue à bout de bras. Et on voit 10 000 galaxies, parce que les points que vous voyez ne sont pas des étoiles, ce sont des galaxies à part entière, chacune avec ses centaines de milliards d'étoiles. Ce qui fait que si on promène la tête d'épingle sur l'ensemble de la voûte céleste pour faire une sorte de scan général du ciel, on estime aujourd'hui qu'il y a 1000 milliards de galaxies dans la partie de l'univers qui nous est accessible, c'est-à-dire l'univers dit observable. Donc, extraordinaire leçon d'humilité, notre galaxie est l'une parmi ces 1000 milliards de galaxies. Alors, nous voici avec donc ce modèle dit standard de la cosmologie relativiste, les modèles du Big Bang, avec donc quelques étapes essentielles. Le Big Bang est-il le début du temps? Non, c'est une limitation de la relativité générale qu'il va falloir améliorer pour résoudre ce point d'interrogation. Toujours est-il qu'il y a trois phases essentielles. Une première phase qui dure à peu près 380 000 ans, avec notamment la formation des atomes les plus légers, hydrogène et hélium essentiellement, qui se passe au bout de 200 secondes. Une phase d'origine de la lumière, l'univers devient pour la première fois transparent au bout de 380 000 ans. À partir de là, les étoiles vont se former, elles vont fabriquer les atomes dont nous sommes constitués. C'est une phase qui va durer jusqu'à aujourd'hui, environ donc 13,8 milliards d'années. Et on va avoir ici une nouvelle leçon extraordinaire d'humilité. On sait que les éléments qui nous constituent, ici vous avez le rappel de la table périodique des éléments, ont tous été formés, soit dans le Big Bang, ce sont les éléments légers, vous le voyez ici, hydrogène, hélium, soit dans les étoiles, plus quelques petits détails pour les rayons cosmiques, etc.
Donc, il y a eu cette découverte extraordinaire. Nous sommes poussière d'étoiles, c'est très beau. Ça nous ramène à toute l'histoire du cosmos. Oui, mais voilà. On a la pierre de touche de la cosmologie observationnelle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est précisément l'observation du vestige refroidi de la première lumière et que l'univers a émise au bout de 380 000 ans et dans laquelle nous baignons encore, évidemment sous forme extrêmement diluée. Et lorsqu'on analyse la structure de la carte que nous prenons aujourd'hui dans le domaine des micro-ondes, une sorte d'harmonique, chaque harmonique nous apprenant des choses sur la nature de l'univers, eh bien, on comprend que la composition de l'univers, elle est quand même assez étonnante. La matière atomique visible, les 1000 milliards de galaxies dont je vous parlais, ne représentent que 0,5%. Il y a autant de neutrinos, je n'ai pas le temps de vous parler des neutrinos, des particules élémentaires fascinantes, il y a autant de neutrinos que l'ensemble des 1000 milliards de galaxies dans l'univers. Le reste, il y a de la matière noire ordinaire, atomique, faite comme nous d'atomes, ça ne représente que 4%. Finalement, donc, toute la matière dont nous pensions être composée semble marginale dans l'histoire de l'univers et dans l'évolution de l'univers, puisque donc il y a en fait, on estime à 27% la forme de matière noire sous forme non atomique, composée donc de particules que nous ignorons, et puis carrément les 2 tiers sous forme d'une nouvelle forme d'énergie assez étrange, dont on ne comprend encore pas vraiment la nature, qui s'appelle l'énergie noire. Donc, voici notre 5e leçon d'humilité. Nous sommes constitués d'atomes, des formes de matière que nous pensions être la norme universelle et qui se révèlent négligeables à l'échelle du cosmos et qui ne jouent quasiment aucun rôle sur la structure et sur sa structure et son évolution. J'ai l'impression que je suis en train de déborder mon temps, parce que moi, quand je commence à parler, je ne regarde pas. Combien de temps m'accordez-vous encore pour aborder la 6e et dernière leçon d'humilité, celle du multivers. Alors là, on est dans un domaine aux frontières, aux franges de ce que la cosmologie relativiste et quantique moderne peut nous dire, c'est-à-dire on extrapole un petit peu. Jusqu'à présent, ce que je vous ai raconté, c'était de l'assez solide. Maintenant, on va explorer quelques conséquences possibles de ce qu'on va appeler la cosmologie quantique. Pourquoi ? Parce qu'on a une situation fascinante aujourd'hui en physique fondamentale, c'est que tout ce que l'on sait de l'univers repose essentiellement sur 2 grands piliers qui ont été établis au début du XXe siècle. La relativité générale, qui décrit les phénomènes de gravitation avec les belles équations d'Einstein, et la physique quantique, qui décrit le phénomène plutôt de l'infiniment petit, la structure des atomes, avec un certain nombre d'équations. Ici, j'ai mis l'équation de Schrödinger, j'aurais pu montrer les relations d'incertitude de Heisenberg. Ce qui est fascinant, c'est que ces 2 théories sont incroyablement efficaces dans leurs domaines respectifs d'application, mais dans certaines situations, il faut les mettre ensemble. Justement au moment du Big Bang, ou par exemple ce qui se passe au fond d'un trou noir. Et là, c'est la catastrophe. Elles sont incompatibles entre elles. Ce sont 2 cadres de pensée, de description radicalement différents. Alors, sans entrer dans les détails, simplement pour vous donner une idée, une saveur de cette distinction, j'ai choisi une analogie à travers 2 œuvres picturales. Un tableau de Salvador Dali, le célèbre tableau de Salvador Dali, c'est une sorte de représentation artistique du substrat de la relativité générale. On a un continuum d'espace-temps souple, élastique, les fameuses montres molles, qui représentent d'une certaine façon la relativité du temps einsteinienne, et puis des structures géométriques. La physique quantique, ce serait plutôt un tableau de Seurat, un tableau pointilliste de Seurat. Voilà. Chacune de ces œuvres d'art est une perfection en elle-même, et ce sont 2 styles un petit peu incompatibles, tout aussi beaux l'un que l'autre. Donc le problème de la physique fondamentale, c'est d'essayer de les mettre ensemble. Et quand on les met ensemble, quand on commence à les mettre ensemble, on ne peut pas les faire directement. Il faut imaginer donc des théories nouvelles qui sont en construction. Il y en a qui s'appellent la théorie des cordes, la gravitation quantique à boucle, les algèbres non commutatifs, tout un ensemble de choses. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans tous ces modèles-là, il y a un concept qui sort régulièrement, qui est le concept du multivers. Je finirai là-dessus. Voilà. En ce sens qu'il n'existerait pas dans ces théories un seul univers qui serait le nôtre, mais une multitude. Chacun d'eux résulterait en fait d'une fluctuation aléatoire de ce qu'on appelle le vide quantique. Le vide quantique est une sorte d'écume bouillonnante d'énergie, qui est l'énergie du vide quantique, qui existe bel et bien, et qui est perpétuellement changeante, d'où cette métaphore, si vous voulez, de cet océan perpétuellement agité et qui fluctue. Alors voilà l'animation que je vais vous montrer, donc je ne sais pas si elle va fonctionner. C'est donc une modélisation de l'évolution du vide quantique sur une échelle, voilà,
Voilà. Je vous l'ai montré au ralenti parce que la durée réelle du film, c'est ici. Ça montre que donc vous avez effectivement des variations spontanées aléatoires du vide quantique qui engendrent un paysage cosmique assez étrange. On appelle justement le landscape, le paysage, en ce sens que, en fait, dans cette hypothèse, chaque point de ce paysage, c'est un univers en soi. Dans un paysage comme ça, il y a à peu près 10 puissance 500 points, donc 10 puissance 500 univers possibles. C'est ça, le multivers, en tout cas dans le cadre de ces théories-là. Bon, je passe sur le multivers de la théorie des cordes. Je vous dis qu'effectivement, il y a 10 puissance 500 solutions, et chaque autre approche de la gravitation dite quantique présente son propre multivers. Alors bon, cette chose-là est absolument affligeante de simplicité par rapport à la complexité de la chose. C'est simplement pour dire que dans cette hypothèse du multivers, ça soulève évidemment de nombreuses questions philosophiques absolument passionnantes liées à ce que certains appellent le principe anthropique, c'est-à-dire que les réalisations d'univers, ce sont des sortes de gouttes, c'est l'écume du vide quantique, mais les gouttes sont différentes et en général déconnectées entre elles. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est vraiment à la limite ici de la science, en ce sens que beaucoup de ces choses-là ne sont pas réfutables, pour l'instant en tout cas. Mais ça ouvre donc des horizons extrêmement nouveaux. Alors, pour finir sur cette histoire de principe anthropique, certains ont conclu que l'univers qui nous abrite, qui nous héberge, il est tellement improbable au sein du multivers, et oui, parce que la réalisation de chaque goutte dépend d'une fluctuation aléatoire et spontanée du vide quantique, et les constantes fondamentales de la physique vont être complètement différentes. Et dès que c'est un tout petit peu différent, tout change dans l'univers. Voilà. Et donc cette hypothèse principe anthropique nous dit que finalement, le principe anthropique fort, c'est une hypothèse finaliste, que nous trouvons donc dans un univers très particulier et qui est tellement improbable pour abriter la vie qu'il a pu être ajusté initialement pour précisément abriter la vie. Alors c'est oublier quand même que nous nous trouvons forcément dans un univers, effet de sélection, qui permet la vie, sans quoi évidemment nous ne serions pas là pour le dire. Et les milliards d'autres univers, peut-être stériles, qui peut-être ont existé, existent ou existeront, mais ils n'ont pas de témoins pour en tenir la compatibilité. C'est notre 6e et ultime leçon d'humilité cosmologique. Nous en sommes toujours là. J'aime beaucoup cette, bon, évidemment, la célèbre gravure de Dürer qui représente la réflexion cosmologique à la charnière entre le monde médiéval et la Renaissance, avec les éléments de la cosmologie, de la réflexion. Ça, c'est une transposition qui a été faite par un de mes collègues, un physicien théoricien. On est dans la même situation. On a remplacé, évidemment, techniquement, les sphères par des espaces multiconnexes que j'ai beaucoup utilisés. On a remplacé le chien par le chat de Schrödinger, celui de la mécanique quantique, et ainsi de suite. Ces structures-là par le dodécaèdre que j'ai utilisé pour décrire la structure de l'univers. Le luth par un trou noir. La comète par le Big Bang, enfin, tout un ensemble de choses. Voilà. Mais nous en sommes toujours un petit peu à nous questionner, et je finirai, parce que j'ai vraiment débordé de mon temps, par ces 4 vers d'Omar Khayyam, qui sont toujours d'actualité. Les perceurs maladroits des perles du savoir, c'est nous, les scientifiques. Ces perceurs maladroits des perles du savoir ont dit de l'univers tout ce qu'ils ont cru voir. Ils n'ont fait, ignorant des mystères du monde, qu'agiter le menton avant le grand sommeil noir. Merci.